Mesdames et messieurs, chers collègues, l'Office est très heureux de vous accueillir nombreux à son deuxième colloque consacré à un sujet d'actualité à plusieurs égards et qui est celui de la prise de parole des chercheurs et des chercheuses dans l'espace public. Alors le choix de ce thème reflète le souci de l'Office, dans le cadre de sa mission nationale d'animation et de prospective, d'explorer des thématiques émergentes liées à des évolutions des pratiques mêmes de la recherche et aussi à des évolutions des modes d'interaction du monde de la recherche avec d'autres composantes de la société. Ainsi, le premier colloque de l'Office s'était attaché à explorer des synergies possibles entre intégrité scientifique et développement de la science ouverte. Pour cette deuxième édition, nous sommes partis du constat, très largement partagé, d'une visibilité accrue pendant la pandémie, mais pas seulement, des scientifiques dans l'espace public, en particulier par la multiplication des prises de parole dans les médias, y compris les médias sociaux. Et notre hypothèse de travail, ou je dirais même notre parti pris à l'Office, qui est aussi largement partagé, c'est de considérer que les questions d'intégrité scientifique ne s'arrêtent pas aux portes des laboratoires. Car être chercheur aujourd'hui, cela peut vouloir dire passer une partie non négligeable de son temps à transmettre de l'information scientifique, à participer à des débats, que ce soit sur un plateau télé, en tweetant, en répondant aux sollicitations des décideurs publics, des journalistes, et plus généralement être interpellé. Autrement dit, l'élaboration de bonnes pratiques, cela concerne bien sûr ce que l'on fait dans son laboratoire entre pairs, mais cela concerne tout autant ce que l'on fait en tant que chercheur dans la cité, en interaction avec d'autres acteurs. Et il faut ajouter que le débat scientifique lui-même, entre pairs, déborde aujourd'hui très largement des enceintes académiques traditionnelles et se déploie, on le sait, dans d'autres sphères, comme les réseaux sociaux, et donc avec d'autres formes de régulation quand il y a de la régulation, et en tout cas au vu et au su de tous et toutes. Alors cela me paraît une composante importante d'un mouvement plus général qui s'est intensifié en période de sciences urgentes, comme on a pu le connaître avec la pandémie, mais qui n'est ni sans précédent, ni voué à disparaître, et qui est celui d'une ouverture accrue, on pourrait dire, sur les arrière-cuisines de la science, c'est-à-dire sur la science en train de se faire, avec ses tâtonnements et ses processus d'autocorrection que l'on connaît bien et qui sont à la source de la confiance, de la légitimité que l'on accorde à la parole scientifique. Alors, on a beaucoup parlé, par exemple, du développement des préprints, d'une part, et d'autre part, du développement aussi des processus d'examen critique post-publication. Et je pense, par exemple, à une plateforme comme PubPeer. Alors, l'Office et son conseil d'orientation ont pu d'ailleurs souligner, dans des notes d'expression, les avantages de cette ouverture du point de vue de l'intégrité scientifique, mais aussi les points de vigilance. Et participe à cette ouverture, et c'est ce qui va nous intéresser spécifiquement aujourd'hui, c'est donc cette multiplication des prises de parole des chercheurs dans l'espace public, hors format traditionnel, c'est-à-dire en addition des formats traditionnels comme les communications des résultats scientifiques par les institutions scientifiques elles-mêmes, ou dans le cadre, en ce qui concerne les chercheurs individuels, dans le cadre d'activités de vulgarisation. Et une caractéristique essentielle de ces modes de prise de parole, hors enceinte académique traditionnelle, c'est que cette prise de parole, elle est essentiellement individuelle. C'est Monsieur X qui va parler sur un plateau télé, ou Madame Y qui tweet, ou qui répond à un journaliste. C'est donc une expression scientifique essentiellement individuelle, qui n'est pas filtrée par les pairs, en contraste direct avec l'expression scientifique via la publication, qui, elle, est filtrée par les pairs, et ce qui lui donne ce qui la rend digne de confiance. Donc se pose alors de façon aiguë la question des bonnes pratiques dans ce registre d'expression scientifique, ce qui a déjà amené des institutions scientifiques à s'exprimer sur ce sujet, et on y reviendra, ou à adopter des chartes d'expression publique. Alors qu'est-ce que l'Office peut apporter ? Il me faut préciser une deuxième hypothèse de travail de l'Office, ou un deuxième parti pris de ce qui guide nos actions à l'Office, et qui est directement lié à la nature même des normes en matière d'intégrité scientifique. Par contraste, en partie, avec la nature des normes, par exemple, dans le domaine de la déontologie ou dans le domaine de l'éthique. La spécificité des normes en matière d'intégrité scientifique, c'est qu'elles viennent, en tout cas elles doivent venir, des communautés scientifiques elles-mêmes,
Elles sont donc évolutives, en lien avec l'évolution même des pratiques de recherche. Autrement dit, elles sont en quelque sorte situées à incarner. Et une conséquence concrète de cette caractéristique des normes de l'intégrité scientifique, une conséquence concrète pour l'Office, c'est que la bonne réalisation de ces missions ne peut que résulter d'une interaction constante avec les différents acteurs de l'écosystème de la recherche. Les référents intégrité scientifique, les établissements, bien sûr, mais aussi, entre autres, les agences de financement et les agences d'évaluation. Alors, il se trouve qu'en France, l'Office est un département du HERS, ça facilite les interactions et les contacts, et je tiens à saluer son président, Thierry Coulon, que je remercie de sa présence à ce colloque. Donc, ce colloque a été conçu pour établir un état des pratiques en matière de prise des paroles, avec des retours d'expérience, des réflexions engagées par différents acteurs en France et à l'étranger. L'objectif étant pour l'Office d'éclairer l'élaboration par les communautés scientifiques de principes partagés en la matière. Et donc, on va successivement explorer des éventuelles tensions entre intégrité scientifique, liberté académique et liberté d'expression. Ce sera pour la première session. On analysera ensuite différentes formes de prise de parole dans les médias, en particulier les médias sociaux, avec des questions spécifiques d'autorégulation éventuelle, par exemple. On évaluera aussi l'impact des réseaux sociaux sur l'expression des chercheurs. Et dans une dernière session, on interrogera les modes d'articulation entre expression publique d'une institution et prise de parole individuelle des chercheurs. Et puis, une table ronde nous permettra de dessiner des perspectives d'action. Alors, ce programme doit beaucoup à la collaboration avec d'autres instances en France, également directement concernées par ces questions de bonnes pratiques en matière de prise de parole. Et je tiens à remercier très vivement tout d'abord le Collège de déontologie du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, présidé par Bernard Stirn, et je remercie plus particulièrement un de ses membres, Raja Chatila, pour sa participation au comité scientifique du colloque. Je remercie également très vivement le COMETS, le comité d'éthique du CNRS, dont la présidente, Christine Noiville, a bien voulu non seulement participer au comité scientifique, mais également nous fera l'honneur de présider cette table ronde de clôture qui dessinera des perspectives d'action. Je remercie tout autant le conseil d'orientation de l'Office, le COFIS, qui était représenté dans le comité scientifique par son président, Olivier Le Gall, et par Michel Leduc. Et je remercie l'ensemble des autres membres du comité scientifique, et tout particulièrement les 3 présidents de session qui en sont issus, Charles Girard, Michel Dubois et Ghislaine Filiatro, je ne vois pas, mais qui ne doit pas être loin, je les remercie très vivement et je les laisserai présenter plus en détail chacune des sessions. Je les remercie d'autant plus que leur rôle va aller bien au-delà de celui de maître des horloges, puisqu'ils ont activement contribué en amont au montage des sessions et à la définition de leurs problématiques. Donc je n'en dirai pas plus sur le contenu même du colloque, et je passe avec grand plaisir la parole à Charles Girard, donc président de la première session, non sans vous souhaiter un excellent colloque et remercier vivement par avance l'ensemble des intervenants. Merci.